comme Clémence Martin-Froment, donc on prépare le jumeau de Clémence Martin-Froment. Et puis, ouais, ça va beaucoup être, si je réfléchis là, ça va être beaucoup sur justement la zone occupée et les civils. Et les civils. Et les civils. J'ai une thèse sur les civils par une étudiante, une docteure en histoire du droit qui a fait une thèse extraordinaire sur les civils vosgiens à la guerre. C'est prévu de les publier. Et quand? 2014. Là, je suis en retard comme d'habitude, mais vous les présenterez en novembre? Bien sûr, à Crâne? bien sûr, certains je les sors pour Crâne. Tu peux déjà le dire? Ah oui, vous pouvez le dire. Alors, les titres ne sont pas définitifs, mais vous pouvez déjà dire qu'il y aura des nouveautés. Hein. Pourquoi cet intérêt pour la Première Guerre mondiale, vous personnellement? Ça remonte à loin, en effet, ça remonte à très loin. Ça remonte. Moi, j'ai un intérêt sur la guerre de 14 par l'objet. C'est-à-dire que je suis entré dans la guerre de 14, comme beaucoup d'ados, hein, parce que moi j'ai fait ça depuis que j'ai 12 ans, comme beaucoup d'enfants, par l'objet. Un objet m'a questionné, pour le coup, là, pour l'histoire et l'anecdote, hein, c'est un peu d'intérêt pour le public, mais un jour, mon père a ramené une baïonnette qu'il avait trouvée par terre, et je me suis demandé ce que c'était, ce que ça faisait là. Et à partir de là, je suis rentré dans l'histoire. Et cette baïonnette était en plus anglaise. En plus, qu'est-ce que ça venait faire en territoire français? Et voilà, ça a commencé à nourrir un questionnement qui, de toute façon, était déjà préparé parce que j'aimais l'histoire, j'aimais l'histoire factuelle. Voilà, j'aimais un petit peu l'histoire à la façon de Zola, c'est-à-dire que j'aimais bien les belles histoires, mais il fallait derrière, il y a un vrai fond, vrai fond documentaire et historien. Et donc, voilà, commençant par l'objet, je me suis dirigé d'abord vers l'objet, et puis l'objet coûtant déjà tellement cher à mes pauvres bourses, parce que je suis plébéien, hein, d'origine plébéienne, eh bien, je me suis aperçu que le livre coûtait moins cher, donc de l'objet je suis passé au livre, et du livre je suis passé à la recherche. Voilà. D'où mes recherches en bibliographie, parce que j'ai d'abord commencé à vraiment collectionner les livres, récupérer tout ce que je pouvais, parce qu'à l'époque les livres ça valait pas très cher, surtout que ceux parfois qui étaient en très mauvais état, et vous verriez l'état de mon fond, il y a quelques livres qui sont en très mauvais état. Je partage la même chose. L'intérêt c'est le contenu, c'est pas l'esthétique. Et donc par le livre, en effet, je suis arrivé à constituer un fond documentaire, à être bibliographe, et grâce à la bibliographie à entrer au crédit. Voilà, vous voyez, d'accord. La boucle est bouclée. La boucle est loin d'être finie, mais en tout cas... Ok. Alors, avez-vous un souhait particulier par rapport aux commémorations? Alors, le souhait est déjà exaucé. Alors là, vous allez dire, c'est surréaliste. Mon souhait est déjà exaucé. Il y avait une sorte de dualité mémorielle entre la commémoration de style patriotico-commémorative, et la commémoration historienne d'historicité. Et là, très clairement, et j'ai d'ailleurs écrit sur mon édito, sur le site d'Edisto, eh bien, on sent tout de suite, on sent dès maintenant que le fond historien, la commémoration sera plus une commémoration d'historicité plutôt qu'une commémoration à la 1789, pardon de revenir là-dessus, et pardon Jean-Noël Jeanneney, mais une commémoration vraiment de patriotico-commémoratif, de grandes messes nationales avec plein de drapeaux, des cuivres et choses là. Non, il y a un fond beaucoup plus, on a réussi à faire qu'il y a un fond beaucoup plus profond dans l'évocation de ce centenaire. Et là où j'en parle en toute connaissance de cause, c'est parce que justement, par rapport à la thématique mémorielle sur le massif des Vosges, eh bien, c'est très clairement le sentier de mémoire et les équipements mémoriels profonds, entre guillemets, qui vont faire le centenaire, plutôt que la longue litanie des commémorations de monuments aux morts, de stèles ou de lieux mémoriels. Voilà. Donc en fait, mon vœu est déjà exaucé sur la commémoration. C'est une commémoration de fond, et ce n'est pas une commémoration de forme. Et ça, pour nous, c'est important. Pour nous aussi. Alors, voilà, la question. Comment intéresser les jeunes aux événements historiques? Grave question. Alors là, grave question, une question qui... On vous a envoyé une jeune fille qui fait un mémoire. Oui, je l'ai eu, elle était très contente. Elle était très contente de ce que je pouvais lui dire, parce que je lui ai dit qu'en fait, elle avait beaucoup de matière d'ores et déjà pour pouvoir travailler. Je sais maintenant que c'est vous qui me l'avez envoyé, merci encore. Je pense qu'elle est repartie avec des idées qui vont lui permettre d'avancer. Non. En fait, cette question est une fausse question et une vraie question. Je vais attaquer par la vraie question. En effet, il faut sensibiliser les jeunes à cette mémoire-là. Mais ce n'est pas... Cette sensibilisation est une sensibilisation de surface. C'est simplement une sensibilisation, une connaissance générale, que ces jeunes sachent reporter au moins cet événement dans sa chronologie et sur les cartes. Et il ne faut pas essayer d'aller beaucoup plus profondément. Tout simplement parce qu'il y a un temps pour la mémoire,
Et le temps de la mémoire telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire une mémoire de fond, très travaillée, très réfléchie, ce n'est pas le temps de la préadolescence ou même de l'adolescence. C'est même d'ailleurs pas le temps des premiers âges, des premières décennies. Parce qu'on a autre chose à faire de sa vie que de se repencher sur ces événements, cette mémoire qui s'éloigne en plus, on est à 100 ans. Par contre, en effet, à un moment, ils y viendront, et on y vient surtout avec l'âge, parce qu'à partir du moment où on a assis, entre guillemets, sa vie, qu'on a fait son métier, son foyer, etc., et c'est quand on s'approche, entre guillemets, de son deuxième âge, de son âge un peu plus avancé, que là, pour le coup, on a une volonté de transmission, et c'est là qu'à partir de notre volonté de transmission, eh bien, on a une volonté d'acquisition des connaissances. Donc en fait, et ça, c'est l'analyse de mon lectorat traditionnel, c'est un lectorat plutôt de la deuxième partie d'âge que de la première partie d'âge, mais ce lectorat se renouvelle, ce qui veut dire qu'en fait, les gens, quand ils arrivent à se repencher sur leurs racines, parce qu'ils les ont justement construites, ces racines, et qu'ils cherchent à les nourrir un peu pour les transmettre, que ces gens arrivent à l'histoire. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Très souvent, j'entends, oh là là, les jeunes, ça ne les intéresse pas, et moi je réponds, c'est normal, c'est pas le temps. C'est pas le temps de les intéresser. C'est plus tard, si jamais jusqu'au seuil de la fin de la vie, s'ils sont jamais intéressés, là ils auront raté quelque chose. Mais croyez-moi sur facture, ces gens-là, à un moment, s'y intéressent. Mais vous étiez adolescent quand vous vous êtes intéressé? Oui, mais je suis peut-être un iconoclaste aussi. Hein. On a tous une passion qui naît très tôt. Certains c'est la musique, d'autres c'est le sport, d'autres c'est l'histoire, d'autres c'est les filles. Voilà, on a des passions différentes. Voilà, moi c'est en effet j'ai baigné dedans un petit peu, peut-être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus profondément que les autres. D'autres en effet sont devenus de grands sportifs parce qu'ils faisaient ça. D'autres sont photographes ou cinéastes parce qu'ils ont commencé à faire de la vidéo amateur. Hein, suivez mon regard. Voilà, donc c'est ça. On cultive une passion qu'on a de toute façon de manière innée. De toute façon. Vous pensez? Oui. Oui, très clairement. Ah oui, bien sûr. On est né avec cette certains sont nés avec ça, voilà. Et certains sont nés avec la danse ou l'acteur studio dans le sang, voilà. Même les humoristes. Si vous entendez tous les humoristes, ils vous disent, bah, moi, oui, j'ai commencé à faire rire mes copains à la maternelle. Voilà, donc c'est quelque part qu'ils ont travaillé quelque chose pour lequel ils étaient manifestement doués, ce qui s'appelle la propension. Bah, certains la travaillent, et puis s'ils la travaillent pas, deviennent frustrés. D'autres la travaillent, et puis deviennent quelqu'un. Dans ce qu'ils veulent faire, bien sûr. Okay. Alors j'ai la dernière question. Que pensez-vous de l'implication d'Allemands dans ces commémorations? Alors, cette implication est très faible. Voilà. Non, pas. C'est deux thèmes différents. L'implication, déjà sur l'implication des Allemands, c'est normal. Elle est 90% moins forte que l'implication des pays vainqueurs. Et là, je donne tout de suite la clé, c'est qu'en effet, la guerre de 14 pour les Allemands étant une guerre perdue, il suffit simplement de comparer la guerre de 14 pour les Allemands à la guerre de 70 pour les Français. Qui s'intéresse encore aujourd'hui à la guerre de 70 ? C'est une guerre perdue, c'est une guerre qui, entre guillemets, n'est pas glorieuse, c'est une guerre où on n'est pas le vainqueur. Les vaincus n'intéressent personne. Eh bien, de fait, du côté allemand, eh bien, la Deuxième Guerre mondiale intéresse beaucoup moins que du côté français. Et en tout cas, beaucoup moins que la période 1939-1942, parce que cette période, en effet, c'est une période de conquête, de victoire, etc. Et j'en détache, bien entendu, la Shoah, la horrible catastrophe qui vient noircir très, très sérieusement le tableau allemand et pour des siècles à venir. Mais voilà. En fait, cette désaffection, elle est tout à fait explicable. Elle est explicable par le fait que la guerre de 14 n'est pas du tout vue de la même façon et perçue de la même façon du côté français, belge, anglais, américain que du côté allemand, autrichien, italien, enfin pas italien, mais voilà. Donc c'est une réalité. Après, vous parliez en effet de discours et de réécriture de l'histoire. Là, c'est complètement différent. Je ne perçois pas de réécriture de l'histoire chez les Allemands, parce que justement, l'histoire de la guerre de 14 n'a pas encore complètement été écrite. Donc elle n'est pas réécrite puisqu'ils n'ont pas complètement, en tout cas pas à la hauteur des Français et des Anglo-Saxons, travaillé à l'écriture de leur propre histoire de la guerre de 14. Il y a un gros effort à faire de leur côté. Mais ça vient. C'est-à-dire qu'on sent, on sent de plus en plus, et surtout nous qui sommes entre guillemets à la frontière, sur le massif des Vosges, donc Alsaco-Lorrain entre guillemets, eh bien on a de plus en plus d'interconnexions avec les Allemands qui commencent à s'y mettre. La roue d'inertie est plus lente, mais à mon avis elle ne sera pas moins efficace.